Là, ça va mieux? Bon. Je laisse à tout le monde le temps de finir de s'installer. Bien, donc, merci pour votre présence à toutes et à tous, aussi nombreux. C'est vrai qu'il y a quand même un auditoire assez nombreux pour cette conférence, débat, c'est un peu, c'est, on va dire, plutôt une action d'information, on va dire, sur la problématique qui est décrite ici. Donc la réduction des gaz à effet de serre, mais c'est surtout en tant que problématique liée au dérèglement climatique. Donc on va surtout parler des dérèglements climatiques, de ses causes et de ses conséquences sur le territoire, puisque donc ce dérèglement, il a évidemment je dirais des causes et des conséquences au niveau de la planète, mais aussi au niveau local, au niveau de nos territoires. Donc on va évoquer ce sujet, et donc après avoir évoqué ce sujet, donc le dérèglement climatique et les mécanismes qui sont associés, on va vous proposer ensuite un deuxième temps plutôt de retour d'expérience sur des actions concrètes, donc sur un certain nombre d'actions dont il vous aura été démontré préalablement qu'elles sont, on va dire, pertinentes pour atténuer ce dérèglement climatique et ou éventuellement y faire face. Donc des interventions, des retours d'expérience sur l'agriculture éco ou bio-responsable, donc faites par M. Bertrand Follet. Une intervention, un retour d'expérience sur le commerce éco-bio-responsable, donc réalisé par Mme Saskia Bianca d'EGS. C'est ça? Oui. Ensuite, Mme Potrel qui va parler plus particulièrement, on va dire, de l'alimentation, mais non seulement sous sa dimension environnementale, mais aussi sous sa dimension sociale, dans une logique, on va dire, de développement durable. Et enfin, donc, M. Delgeyer qui va nous parler de la question de l'énergie, dont on va voir bien évidemment qu'elle est étroitement liée à cette problématique du dérèglement climatique. Donc cette rencontre d'aujourd'hui, elle a lieu dans le cadre des activités du collectif Ensemble pour le climat. Donc Ensemble pour le climat en Valent-Vénois. Alors Valent-Vénois parce que c'est une contraction de Valenciennes et de l'Avesnois. Donc on couvre ces deux territoires, du Valenciennois et de l'Avesnois. Donc j'en suis un des animateurs, Olivier Sénéchal. Et donc ce collectif s'est donné pour mission, pour objectif d'informer, de sensibiliser, d'aider à prendre les bonnes décisions sur cette question du dérèglement climatique. Et quand je dis aider à prendre les bonnes décisions, c'est non seulement les personnes en charge de prendre des décisions au niveau collectif, par exemple les élus, donc les maires des communes de nos territoires, les responsables de communautés de communes et autres, mais aussi bien sûr les citoyens, puisque, on va le voir, vous en êtes sans doute déjà au moins partiellement convaincus, cette question du dérèglement climatique, on en est tous, on va dire, potentiellement on va dire victimes et tous potentiellement acteurs et responsables. Et donc la vocation de notre collectif, c'est donc d'expliquer tout ça, tous ces mécanismes, et puis de permettre à chacun et chacune de comprendre comment on peut agir dans le bon sens, aller dans le bon sens pour atténuer ces phénomènes. Et puis avant d'entamer le fond de la présentation, je tiens à remercier, le collectif tient à remercier la commune d'Orsainval et bien sûr Madame le maire et son équipe qui donc nous a proposé de faire cette intervention et plus particulièrement Madame Valérie Couchet avec laquelle on a pu mettre en œuvre concrètement cette action. Merci beaucoup. Voilà, donc on va rentrer donc dans le vif du sujet. Alors bon, je vous rassure, il y a beaucoup de textes, mais on ne va pas en faire la lecture intégrale. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les préoccupations qui ont cours actuellement sur le dérèglement climatique, elles ne sont pas récentes, mais elles ont été particulièrement, on va dire, amplifiées et, on va dire, communiquées au grand public à l'occasion de la publication d'un rapport qui a été émis par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui en octobre 2018 donc a exposé un certain nombre de conclusions d'un travail qui avait été demandé à l'issue de la COP21 et pour préparer la COP24. De ce travail résulte un certain nombre d'analyses et de conclusions. Donc ce rapport fait plus de 1000 pages, donc un certain nombre de synthèses en ont été faites. Parmi les principales analyses et conclusions,
le constat que depuis la période pré-industrielle, c'est-à-dire depuis 1850, la planète, la température moyenne de la planète a augmenté de l'ordre de 1 degré, entre 0,8 et 1,2 degré, ce qui fait qu'aujourd'hui la température moyenne de notre planète est de 15 degrés. Donc ça c'est le constat. Ensuite, les analyses et les prospectives sont réalisées par le GIEC, sont multiples. Il y a plusieurs scénarios qui ont été étudiés. Un scénario optimiste, le RCP 2.6, qui nous annonce que d'ici 2100, la température pourrait de nouveau s'élever de l'ordre de 0,3 à 1,7 degrés. Un scénario pessimiste, le RCP 8.5, qui nous annonce une augmentation de température par rapport à 2005 de 4,8 degrés, et des scénarios intermédiaires, parmi lesquels le RCP 4.5. Bon, je passe les détails sur ces on va dire, différentes considérations. Mais l'une des principales conclusions de ce rapport, c'est que ce qui de toute façon ne sera pas évitable, c'est une augmentation de température moyenne de la planète de 1,5 degré d'ici 2030 à 2050, donc c'est bientôt, et que ce seuil de 1,5 degré ne peut être dépassé que si nous mettons en œuvre des mesures radicales, des changements de pratiques sur différents domaines sur lesquels je vais revenir dans le détail. Alors, bon, il est fort peu probable que parmi nous il y ait des climato-sceptiques, et il y en a quand même, hein, il en existe encore. On pourrait, on va dire, entendre le discours qui affirme que la planète a vécu d'autres évolutions climatiques depuis son existence, et c'est le cas bien sûr. Si vous regardez ce diagramme, je suis un peu perturbé par le micro. Donc si vous regardez ce diagramme, alors attention, l'échelle ici est en algorithmique, enfin en logarithmique, pardon. Ça veut dire que la distance entre aujourd'hui et moins 100 000, c'est l'accès peut-être. Ça va mieux? Ouais. Merci. Donc, vous voyez que la distance ici entre aujourd'hui et moins 100 000 ans est la même qu'entre moins 100 000 ans et moins 1 milliard d'années. Donc, voilà, il faut voir ce schéma de manière beaucoup plus étirée ici sur cette première partie. Mais qu'est-ce qu'on constate à la lecture de ce schéma? Donc, on a ici la température moyenne actuelle de la planète, 15 degrés. On a ici, bon, grosso modo, l'apparition de l'homme, hein, donc Néandertal. Depuis l'apparition de l'homme, effectivement, il y a eu des grandes variations de température, hein, de température moyenne de la planète, donc des températures assez faibles, allant jusqu'à 11 degrés de moyenne au niveau de la planète, et des élévations qui, jusqu'à présent, depuis l'existence de l'homme, n'ont jamais dépassé, on va dire, 1,5 degré par rapport à la température actuelle. Donc ces fameux 16,5 degrés, ce 1,5 degré dont on sait que de toute façon on ne pourra pas y échapper. Les scénarios émis par le GIEC nous annoncent, dans le meilleur des cas, 2 degrés, dans le pire des cas, près de 5 degrés. Donc on est ici. Hein, les deux, on va dire, on a la quasi-certitude qu'on sera entre ces deux extrêmes-là. Et si on regarde de près, aucune de ces, même la valeur la plus faible de ces températures, est une température que l'être humain n'a encore jamais connue. D'accord ? Donc, première question, est-ce que ce soit 2 degrés ou 5 degrés, est-ce que l'être humain et bon nombre d'autres espèces vivantes sur la planète résisteront? Et puis aussi et surtout, est-ce que ces êtres vivants, aujourd'hui vivants sur la planète, auront le temps de s'adapter? Puisqu'on voit ici une évolution qui va à une vitesse qui n'a été jusqu'à présent jamais connue sur la planète. Donc c'est à la fois l'amplitude de l'évolution de la température et la vitesse à laquelle cette température va évoluer qui est problématique. Et c'est ce qui motive évidemment les préoccupations, les questionnements qui ont lieu sur ce sujet. Alors, sans aller plus loin sur les chiffres, les graphiques, etc., je vais me permettre de vous passer une petite vidéo qui prolonge un petit peu ce constat et qui montre par ailleurs un certain nombre d'éléments sur les causes. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Le
Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. Voilà. Alors, maintenant, si on s'intéresse aux origines de ce phénomène, donc de ce dérèglement climatique, ça a déjà été dit sur la vidéo, ce réchauffement climatique, d'après le GIEC, est essentiellement dû à l'activité humaine. Alors, quand on invoque la responsabilité humaine, un réflexe assez naturel de certains ou certaines d'entre nous consisterait à dire oui, mais on n'est pas les plus polluants sur la planète. Hein. La planète est occupée par des milliards de personnes, on n'est certainement pas les plus polluants. Donc j'attire votre attention sur cette diapo qui montre qu'au niveau planétaire, ramené à l'habitant, à l'individu, l'émission de gaz à effet de serre ou de CO2 par habitant est de 4,9 tonnes de CO2 par habitant au niveau mondial. La moyenne française est de 5,3, donc on est déjà au-dessus de la moyenne planétaire. Alors bien évidemment, il y a des pays qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre et de CO2 que nous. Bien entendu, les États-Unis, donc le Japon, la Chine, la Russie, etc. Et puis le champion de toute catégorie confondue, c'est le Qatar, 40,6 tonnes, millions de tonnes, par habitant.
Mais il y a d'autres pays, le Brésil, l'Argentine, l'Inde, dont les habitants émettent nettement moins de CO2 que nous. Et puis, ce diagramme parle des émissions directes de CO2. Si on regarde de plus près la France, au-delà de l'émission de chacun d'entre nous, l'émission directe de CO2 de chacun d'entre nous, il ne faut pas oublier que nous sommes des consommateurs de produits, notamment de produits issus du pétrole, donc que ce soit du carburant, que ce soit des produits en plastique, donc d'origine carbonée, et que finalement ce que nous consommons ici provient pour bonne partie de certains de ces pays dont finalement nous alimentons le niveau de vie et donc le niveau de consommation. Donc indirectement, nous sommes aussi responsables du niveau de consommation élevé, enfin du niveau d'émission élevé de CO2 de certains pays parce que nous en sommes les consommateurs des principaux produits. Donc c'est toute cette chaîne de causalité qu'il faut aussi avoir en tête quand finalement on est tenté de dire oui mais finalement le problème ne vient pas de nous, il vient d'ailleurs. Donc pour faire face à ce problème, donc pour ne pas dépasser ces fameux 1,5 degrés, selon le GIEC, il y a deux leviers essentiels à activer. Le premier levier, c'est de réduire d'ici 2030, d'accord, d'ici 10 ans, les émissions de CO2 de l'ordre de 45% au niveau de la planète. Réduire de 45% les émissions de CO2 au niveau de la planète. Deuxième levier, le premier n'étant pas suffisant, le reste des émissions de CO2 qu'on n'aura pas pu réduire, que nous n'aurons pas pu supprimer, devra être compensé. Compensé par des mécanismes de captation du CO2 pour obtenir ce que les experts appellent la neutralité carbone, le net zéro. C'est-à-dire que l'activité humaine n'émette pas plus de carbone que la nature ou les différents systèmes, mécanismes naturels ou autres de captation du carbone ne peuvent absorber. Donc, se pose ensuite la question, comment agir, sur quoi agir pour atteindre ces objectifs. Avant même le sur quoi agir, on peut s'interroger sur ce qu'a-t-on fait jusqu'à présent pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, notamment de carbone. Alors si on regarde la dernière année sur laquelle on a un retour suffisant, vous avez ici le diagramme qui montre les émissions de CO2 des pays de l'Union européenne, dont on voit que sur l'année 2016-2017, non seulement elles n'ont pas été réduites, mais elles ont été augmentées au niveau de l'Europe de 1,8%. Les engagements de la COP21, des pays membres de la COP21, étaient de réduire de 3% leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc non seulement on n'a pas réduit, mais on a augmenté au niveau européen. Et puis si vous regardez la colonne correspondant à la France, évidemment l'échelle ici est difficilement lisible, la France a augmenté de 3,2 ses émissions de CO2, au lieu d'avoir réduit de 3% conformément aux engagements pris à l'occasion de la COP21. Donc ça c'est le deuxième constat, il y a des choses à faire, on ne va pas forcément dans le bon sens, et donc face à ce que je viens d'évoquer jusqu'à présent et à l'apparente inefficacité des mesures prises pour remédier à la situation, vous avez sans doute déjà entendu parler d'un certain nombre de mouvements de différents niveaux, des mouvements citoyens, des marches pour le climat, celle des 8 septembre, 13 octobre, 8 décembre, 26 janvier dernier, et puis très prochainement, un peu plus tard que le week-end prochain, de nouvelles marches seront organisées pour le climat, les 15 et 16 mars. Par ailleurs, au-delà des marches qui mobilisent à chaque fois davantage de personnes, un mouvement d'action en justice mené par les citoyens, par des collectifs citoyens contre leur État, enfin leur gouvernement. Le premier pays à avoir bougé étant la Hollande. Donc un collectif de citoyens hollandais a gagné contre l'État en octobre 2018. Des actions sont en cours en Belgique et vous avez peut-être entendu parler de l'affaire du siècle, puisque donc, au niveau de l'État, enfin au niveau de la France, aujourd'hui plus de 2 millions de personnes ont soutenu une démarche consistant à mettre l'État français devant ses responsabilités par rapport à une inaction, en tout cas une action inefficace contre ces problématiques. On verra que parmi les leviers, les éléments d'action sur le dérèglement climatique, il y a
le soin apporté au patrimoine végétal de notre planète, et des pratiques d'agriculture basées sur des pesticides et fongicides évidemment ne sont pas favorables à cette préservation. Et donc il y a aussi des mouvements, par exemple des dépôts de plaintes individuels contre l'État ou contre les producteurs de glyphosate. Donc il fait partie de ces différents mouvements citoyens. Des élus se sont aussi mobilisés formellement, ont déposé des plaintes contre, par exemple, la compagnie Total, qui donc fait partie des principaux émetteurs de gaz à effet de serre au niveau de la planète, de par la production d'énergie, enfin l'exploitation d'énergie fossile. Et puis, actualité encore en cours, hein, le grand débat national, qui est décliné en 4 grands thèmes, parmi lesquels la transition écologique. Et hier, j'ai regardé un petit peu sur le site dédié à cette opération. La transition écologique est le deuxième sujet par ordre sur lequel des contributions ont été apportées. Donc on voit que ça devient effectivement un sujet de plus en plus préoccupant pour la population. Pourquoi cette préoccupation? Donc la vidéo a déjà exposé un certain nombre de conséquences. Des conséquences en termes de tempête, en termes d'élévation de température, de sécheresse, d'inondation, etc. Mais les conséquences de ces conséquences sont bien sûr environnementales. Donc la fonte de certains glaciers pose évidemment des problèmes à certaines espèces animales. La sécheresse pose des problèmes à d'autres espèces animales. Et puis les incendies également. Et puis, il n'y a pas que les espèces animales qui risquent fort probablement d'avoir des problèmes, et notamment les problématiques d'immigration climatique, de migration climatique, sont destinées à s'amplifier d'année en année, et donc à poser des problèmes politiques, économiques et sociaux. En 2018, on a beaucoup parlé de l'ouragan Michael dans le nord-est de la Floride, mais plus proche de chez nous, les inondations dans le Var en 2018. Et puis en 2019, on a déjà eu des premières manifestations de ces effets. L'incendie en Corse en février, les incendies en Espagne en mars. On ne peut pas dire que ce soit très fréquent, que ce soit très habituel. Si on regarde de plus près les conséquences sur notre territoire au sens Hauts-de-France, région Hauts-de-France, parmi les scénarios imaginés par le GIEC, le scénario le plus pessimiste, le RCP 8.5, a été étudié par Météo France et qui en conclut que si ce scénario se confirme, il faudra s'attendre chaque année à de 10 à 25 jours de nuit tropicale, c'est-à-dire de nuit dont les températures minimales ne descendront pas en dessous de 20 degrés. Et puis une évolution du nombre de jours de gel, etc., qui évidemment sortira de très loin de ce que l'on connaît. Ensuite, d'autres types de conséquences. Alors, il y a des conséquences qu'on peut prévoir et des conséquences qu'on a déjà vécues. Alors, on ne peut pas oublier l'événement de la tornade de 2008 qui a frappé essentiellement la ville de Mont, qui a quand même causé 1,5 million d'euros de dégâts et qui a causé aussi 3 morts et 18 blessés graves. Si on regarde un petit peu ce que pensent les acteurs de la gestion du risque, en l'occurrence les compagnies d'assurance, de ces phénomènes et de leurs évolutions, eh bien, on voit ici que sur le scénario RCP 8.5, la Caisse centrale de réassurance et Météo France prévoit que d'ici 2050, entre 2000 et 2050, donc c'est pas si loin évidemment, les pertes assurantielles dues aux inondations vont s'élever dans notre région, ici Hauts-de-France, de plus de 60%. Donc, pour les inondations, mais il ne faut pas croire qu'on aura droit qu'aux inondations, étant même situé dans le nord du pays, qu'on aura droit également à des épisodes de sécheresse aussi, et qui, d'après les compagnies d'assurance, feront évoluer les dommages annuels moyens de l'ordre de 40 à 60%. Les conséquences ne sont pas qu'économiques, ne sont pas que sociales, ne sont pas que climatiques, elles sont aussi potentiellement sanitaires. À titre d'exemple, le développement de certains virus, notamment l'antavirus, qui est à l'origine de l'antavirose, qui se manifeste par des fièvres hémorragiques à syndrome rénal,
dont l'INRS a démontré que cette maladie de l'antavirose était particulièrement active et développée dans certains foyers du territoire national, notamment les Ardennes et l'Avesnois. Cette maladie ce virus étant porté par le campagnol roussâtre, dont le développement est favorisé par la baisse de biodiversité des rongeurs. Donc, qui dit réchauffement climatique dit baisse de la biodiversité et développement de certaines espèces, donc parmi lesquelles ce rongeur porteur potentiellement à raison de 60% de l'antavirus. Et à la baisse de biodiversité, facteur de développement de ce rongeur, s'ajoute un élément favorable au déploiement, à la transmission de ce virus à l'homme, donc qui est justement l'évolution des températures, le réchauffement climatique. Bon, il faut s'attendre à une évolution du nombre de personnes victimes de ce genre de maladie, y compris sur notre territoire. Alors maintenant on en vient au levier d'action. Donc vous avez ici, au niveau national, selon l'ADEME, les principaux facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc le transport, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, l'énergie, les déchets sont des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez ici une petite déclinaison des différents fameux gaz à effet de serre. On parle beaucoup du CO2, mais il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le méthane, les CFC, l'ozone, le protoxyde d'azote. Donc vous avez ici les principaux, on va dire, facteurs émetteurs de ces gaz à effet de serre. Donc le plus connu, le CO2, c'est essentiellement le gaz d'échappement, la combustion du pétrole et du charbon, de toutes les origines, les ressources fossiles, carbonées, et la déforestation. Alors, justement, si on prend l'exemple de la déforestation pose un double problème. D'une part, l'énergie consacrée à cette déforestation est émettrice de gaz à effet de serre, d'accord. Et ensuite, la déforestation, si elle est mal appliquée, si elle est mal pratiquée, dégrade le potentiel de la planète à justement capter ce gaz carbonique, ce CO2. Et donc, la forêt séquestre 9,2 gigatonnes d'émissions nettes de CO2 par an, c'est-à-dire 33% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc la forêt est vraiment une ressource précieuse qu'il faut entretenir, qu'il faut apprendre à développer, à respecter et à gérer de manière optimale. Or, si on regarde les analyses qui ont été faites des pratiques actuelles, en tout cas au niveau français, de l'exploitation de cette forêt, l'ADEME a publié en 2017 un rapport sur ce sujet, dont l'une des conclusions est la suivante: l'augmentation du volume des prélèvements de biomasse en forêt conduit à une réduction de la séquestration de carbone par la filière. Les effets de stockage et de substitution ne compensant pas à l'horizon temporel de 30 ans, donc celui sur lequel il faut qu'on atteigne la neutralité carbone, donc ne compensant pas les émissions de carbone liées à la diminution du volume de carbone stocké dans la forêt. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que les pratiques actuelles de gestion sylvicole, que ce soit les coupes à blanc, que ce soit on va dire le repeuplement mono-essence ou ce genre de pratiques, ne sont pas favorables au développement des forêts en tant que facteur générateur de capture de CO2. En tout cas, de neutralité carbone. Le deuxième élément sur lequel on peut compter pour capter le carbone et emprisonner le carbone, ce sont les sols, donc les cultures agricoles, le sol en lui-même et tout ce qu'il contient comme résidus carbonés, emprisonnés tant qu'il est dans le sol. C'est à la fois un potentiel important de neutralité carbone, sauf que donc certaines pratiques contribuant depuis des années à affaiblir et appauvrir ces sols, risquent de faire en sorte qu'ils deviennent au courant du XXIe siècle non pas source de captation de carbone, mais source nette d'émissions de CO2. Donc ce qui était une chance, ce qui est potentiellement une chance, un facteur de maîtrise de cette neutralité carbone, pourrait devenir finalement un danger si cette manière de cultiver nos sols était, n'évoluait pas. Alors plus précisément,
Vous avez ici un tableau qui synthétise finalement les objectifs à atteindre dans les deux cas, que ce soit pour les surfaces sylvicoles ou surfaces agricoles. Premier objectif dans les deux cas, favoriser la biodiversité animale, dans les forêts par exemple en favorisant les futaies irrégulières et continues plutôt que des coupes rases, le repeuplement par des essences multiples, ce que j'évoquais précédemment, précédemment. Et puis au niveau donc, des pratiques de culture agricole, éviter l'usage de fongicides et de pesticides, notamment issus, alors ça c'est une petite, je vous avoue, précision que je me suis permis d'ajouter, notamment issus de Belgique, puisqu'on est voilà, dans un territoire frontalier, et vous savez ou vous ne savez pas, mais on va dire que certains de nos voisins belges ont aujourd'hui tendance à venir acheter certaines parcelles de nos structures agricoles, de nos surfaces agricoles, pour pratiquer des techniques de culture industrielle et qui s'éloignent des objectifs énoncés ici. Et utilisant même des produits, on va dire, qui ne sont pas forcément autorisés, en tout cas en France. Favoriser la biodiversité végétale. Bon, je vous laisse lire les différentes mesures. Donc, prélever à maturité du captage carbone pour les forêts, respecter le potentiel de production de la forêt, c'est-à-dire ne pas prélever davantage que la forêt n'est en capacité de fournir raisonnablement. Au niveau agricole, favoriser la permaculture, la culture biologique, suffisamment distante des exploitations agricoles classiques. Là aussi, on peut se rassurer en disant je fais mon petit jardin bio, permaculture, mais si je suis entouré de champs cultivés selon des méthodes traditionnelles, ça peut poser, évidemment, ça n'apporte rien. Et puis, que ce soit au niveau donc, des arbres ou des productions agricoles, bien sûr, attendre récolter à maturité du stockage de CO2. Donc laisser les souches maintenant sur place dans les forêts et introduire des légumineuses fourragères en association dans la prairie temporaire. Je ne vais pas m'attarder sur cette question-là puisque ça fera l'objet d'une intervention ensuite d'un retour d'expérience spécifique. Deuxième levier sur lequel on peut agir, c'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est deux choses, c'est éviter d'en consommer et l'énergie qu'on ne peut pas éviter de consommer, privilégier l'énergie verte, l'énergie renouvelable. Donc trois grands principes, sobriété, efficacité et usage d'énergie renouvelable. Puisqu'on constate ici que si on regarde simplement l'évolution démographique de la planète, on va s'attendre à un besoin toujours croissant d'énergie. Donc si c'est la même énergie qu'aujourd'hui, fabriquée de la même manière, donc ça va démultiplier d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour faire en sorte que cette tendance, ayant notamment des origines démographiques, revienne vers quelque chose de, on va dire, de raisonnable, voilà, c'est ces trois principes-là qu'il faut mettre en œuvre, mais là aussi il y aura une intervention beaucoup plus détaillée sur le sujet qui vous sera faite par la suite. Mais bon voilà, prioriser les besoins énergétiques essentiels dans les usages individuels et collectifs de l'énergie, penser à éteindre les lumières, penser à fermer les portes, etc. Réduire la quantité d'énergie nécessaire à la satisfaction d'un même besoin, isoler par exemple les bâtiments, et privilégier bien sûr les énergies renouvelables dans le cadre d'un développement ambitieux mais réaliste pour remplacer progressivement de manière raisonnable les énergies fossiles et nucléaires. Sur la mobilité, je vous rappelle, c'est un des champs donc, principaux aussi facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Premier principe de base, c'est que le déplacement, tout comme le déchet dont on parlera par la suite, qui émet le moins de gaz à effet de serre, est celui que l'on ne fait pas. D'accord ? Donc, pour réduire le nombre de déplacements qui nous sont imposés aujourd'hui au niveau quotidien, des mesures peuvent être envisagées, ramener et créer l'activité économique dans les centres-bourgs et villages, donc recentraliser, enfin réintégrer l'activité dans les communes, favoriser le commerce, les services de proximité, les circuits courts et, dans la mesure du possible, favoriser le télétravail. Donc c'est un certain nombre de mesures, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les principales qui sont recensées. Ensuite, pour les déplacements que l'on ne peut pas éviter, il y a des mesures qu'on connaît tous plus ou moins, mais donc favoriser bien sûr la mobilité verte, donc des pistes cyclables, des espaces piétons, favoriser le déploiement des transports en commun, notamment dans la mesure du possible en réduire le coût et pourquoi pas en obtenir la gratuité, et puis bien sûr encourager, voire imposer des bons gestes. Bon, j'ai mis un petit exemple que je vis assez régulièrement, par exemple, on peut se
se dire on va à la déchetterie, c'est un bon geste, mais si on y va en laissant tourner le moteur le temps qu'on se débarrasse de nos déchets, bon, le bilan carbone n'est pas forcément optimal. Et puis organiser le covoiturage, la copropriété et inciter à l'usage de ce genre de moyens de déplacement. Ensuite, sur les circuits courts, là aussi, il y aura des précisions et des retours d'expérience sur le sujet. Bon, il faut savoir que le développement des circuits courts rentre dans le cadre des compétences des communes, au titre de l'aménagement de l'espace, au titre de la santé publique, du renforcement du lien social et de la préservation des emplois. Concrètement, bien entendu, il faut favoriser et promouvoir le développement de ventes directes, de marchés bio, d'AMAP, etc. Et puis aussi et surtout, il en existe déjà on va dire, un certain nombre de ces actions et de ces commerces, mais ce qu'il faut aussi, c'est les rendre plus visibles. Favoriser l'approvisionnement local et ou bio de la restauration collective. Là, il y a une responsabilité des collectivités. Et puis, au niveau aussi des collectivités, prendre en compte cette dimension environnementale et climatique dans les cahiers des charges, dans les appels d'offres publics pour sélectionner les entreprises susceptibles de répondre à ces appels. Sur les déchets, là aussi, comme le déplacement, le déchet qui pollue le moins, c'est celui que l'on ne crée pas. Donc il faut commencer par réfléchir à, finalement, parmi tous les déchets que l'on produit, lesquels sont vraiment indispensables. La problématique des emballages, des packaging. Les conditionnements aujourd'hui pratiqués, notamment dans les supermarchés et autres, sont évidemment sont pas raisonnables. La plupart de ces conditionnements sont en plus des produits carbonés, du plastique. Et donc, évidemment, face à ça, il faut privilégier la vente en vrac, les systèmes de consignation, consigne de bouteilles en verre. C'est des pratiques que certaines d'entre nous ont déjà vécues, mais qui étaient de l'ordre du bon sens. Donc, il faudrait aussi que le bon sens revienne dans toutes ces pratiques de consommation. Bien sûr, promouvoir, animer des opérations zéro déchet, et pourquoi pas labelliser certaines structures et récompenser certaines structures qui font des efforts dans ce domaine. Et puis, dans les services publics, montrer l'exemple en utilisant des fontaines à eau, en évitant d'utiliser des distributeurs de boissons à base de gobelets plastiques, ce genre de choses. Et puis, dernier point, lutter contre l'obsolescence programmée, puisque le déchet, en fait, un produit n'est un déchet qu'à partir du moment où on n'en a plus besoin. D'accord. Au niveau des équipements, que ce soit électroménager ou autre, bon, on a été trop habitués depuis des années à remplacer la logique du jetable, et donc un certain nombre d'actions se développent pour contrarier cette logique et faire en sorte que les produits durent le plus longtemps, et notamment au travers d'expériences de type Critère Café sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez par la suite. Ensuite, il faut savoir qu'il y a quand même des exigences au niveau européen sur ce sujet, des actions très concrètes au niveau des communes qui sont menées dans certaines communes. Alors je vous invite à vous renseigner par exemple sur l'intervention du maire de Dole de Bretagne, Retour à l'envoyeur, qui avait surpris on va dire, certains de ses citoyens en train de procéder à une décharge sauvage et à récupérer tous les produits de cette décharge et les a ramenés sur le terrain de la personne qui en était à l'origine. Et puis, alors des mécanismes de tarification incitative, notamment par exemple les TOM, ou je ne sais plus trop le terme qu'on utilise, mais faire en sorte que les déchets produits par chacun des citoyens, que le coût payé par chacun des citoyens soit au prorata du volume de déchets produits. Pardon ? Levé. La levée des poubelles, d'accord, c'est le terme qu'on utilise, d'accord. Aujourd'hui, on a au niveau national 190 collectivités qui se sont inscrites dans cette logique. Il faut savoir que pour mettre en place ce genre de pratique, il y a des organismes qui peuvent apporter une aide technique, économique, financière ou méthodologique, notamment l'ADEME.
Bon, pour autant, sur ce sujet particulier, je ne vais pas trop m'étendre, mais je vous avoue que ces derniers temps, j'ai entendu certains commentaires de personnes qui annonçaient que si on passait dans leur commune à une taxation des déchets au prorata du volume, hein, ben, ils n'hésiteraient pas à se débarrasser de la poubelle dans la nature, quoi, dans la forêt. Donc là, il y a une problématique, on va dire, à la fois politique, hein, des élus, mais aussi des citoyens. Je pense que ce genre de réunion doit contribuer à prendre conscience qu'à tous les niveaux, il faut faire des efforts et quand des mesures sont prises dans le bon sens, il faut que voilà, tout le monde y adhère et joue le jeu, quoi, parce que, voilà, encore une fois, on est tous responsables de la situation. Alors, quelques exemples. Je suis sans doute trop long. Quelques exemples de communes, d'entreprises ou de différentes structures qui ont fait des efforts sur ce sujet-là. Donc la ville de Mulhouse qui a remplacé les luminaires existants par des luminaires à LED et a introduit des mécanismes de gestion de l'éclairage et qui a économisé 24,5 tonnes d'équivalent CO2 par an. La communauté de communes de Val-d'Isle qui a développé, favorisé des modes de déplacement, de mode éco-responsable, du covoiturage, transport en commun, etc., qui a réduit de 860 tonnes d'équivalent CO2 ses émissions de CO2. À une échelle moindre, Société Mondiale qui a expérimenté l'agriculture de conservation sur 1 hectare et qui a fait démonstration qu'on pouvait réduire de 0,43 tonnes sur 1 hectare équivalent CO2 des émissions de gaz à effet de serre. Une société ici de production donc de prototypes de cartes électroniques qui a réfléchi à la problématique du conditionnement en mettant en œuvre des systèmes d'emballage navettes et qui a obtenu une réduction de 3,4 tonnes d'équivalent CO2 par an. La ville de Saint-Étienne qui a procédé à la généralisation de l'agriculture, enfin de l'usage de produits issus de l'agriculture bio ou locale dans les écoles publiques et qui a réduit de 172 tonnes d'équivalent CO2. Et puis toutes les communautés de communes, voire pays, notamment le Luxembourg, l'Estonie, pardon, et bien prochainement le Luxembourg, qui pratiquent les transports en commun gratuits. Donc c'est possible, c'est faisable. Dernière remarque sur toute cette problématique, on peut se dire l'une des réactions auxquelles on est souvent confronté quand on expose tous ces enjeux, c'est tout ça, ça coûte de l'argent. Alors bien sûr, la transition écologique énergétique peut coûter de l'argent dans un premier temps, mais quand on s'intéresse par exemple à l'énergie, ça sera sans doute évoqué par la suite, qui dit réduction d'énergie dit économie forcément, hein. Qui dit réduction de déchets, d'achat de déchets, puisqu'on achète des déchets. Donc si on arrêtait d'acheter des futurs déchets, on ferait aussi des économies. Ce qui ne fait aucun doute par ailleurs, c'est le coût des catastrophes climatiques. Donc depuis 20 ans, en France, 48,3 milliards de dollars. Autre argument qui est souvent opposé à la transition écologique ou énergétique, c'est l'impact sur l'emploi. Oui, mais ça va supprimer des emplois. Bon, l'ADEME a su démontrer que d'ici 2050, cette transition énergétique pouvait potentiellement contribuer à la création de 900 000 emplois, dont 46 600 en Hauts-de-France. Et donc l'Organisation internationale du travail est même allée plus loin en faisant une estimation au niveau mondial et a abouti à la conclusion que la réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvait créer 4 fois plus d'emplois dans le monde qu'elle n'en supprimerait. Donc on peut conclure de ces études que il faut arrêter d'opposer aux actions dédiées à la transition la menace de perte d'emploi. Voilà. Je m'arrête là, j'ai un certain nombre d'autres éléments d'information si vous le souhaitez. Je vous propose peut-être 5 minutes, éventuellement de 5 ou 10 minutes de questions si vous en avez, et puis ensuite on passera au retour d'expérience de personnes de terrain que je ne suis pas. Je vais vous remettre un petit peu. Voilà. Donc Monsieur Follet, je ne sais pas s'il est arrivé.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Au vu de ces solutions que vous avez apportées là, en dernier recours, pourquoi justement les pouvoirs publics ne réagissent pas? Il y a sans doute des raisons. On sera en droit de se poser des questions sur ce sujet. On parle beaucoup aujourd'hui de lobby. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ont manifestement une capacité de conviction des pouvoirs publics qui font que ces fameux pouvoirs publics ne peuvent pas prendre les décisions qu'ils voudraient prendre ou que les citoyens voudraient qu'ils prennent, parce qu'il y a des rapports de force au niveau économique, au niveau mondial, qui prennent les choses. Voilà, c'est la principale raison, a priori. Alors, la question des lobbies, là aussi on pourrait se dire, effectivement, comme vous dites, on ne peut pas y faire grand-chose. Je pense que chaque citoyen peut contribuer à la force des lobbies ou à affaiblir la force des lobbies par ses habitudes de consommation. C'est-à-dire que ce qui fait aujourd'hui qu'un lobby est puissant, c'est la masse de consommateurs des produits issus de ces lobbies. Donc, dans le cadre des collectifs auxquels nous appartenons, et de nombreux collectifs, il y a des actions qui sont concertées de boycott d'un certain nombre de marques, de produits dont on sait qu'ils ne sont pas, on va dire, raisonnables en termes de pratiques d'émissions de gaz à effet de serre. Après, une autre manière de procéder, autre que le boycott, c'est une des mesures qu'on évoquait par ailleurs, c'est de favoriser les circuits courts, les circuits locaux, pour avoir la maîtrise, on va dire, de la relation avec toute la chaîne de production et de consommation. Et toute part gagnée sur ces circuits courts, ces consommations locales, est une part perdue par ces fameux lobbies internationaux. Travail de longue haleine. Et puis après, donc ensuite, il y a une autre forme de lobbying, c'est lobbying citoyen, pour démontrer la capacité d'un nombre toujours croissant de citoyens occupés par ces sujets-là. Chaque citoyen est quand même un électeur. Et donc, d'où les marches pour le climat, qui sont plus volumineuses à chaque fois, et qui, on va dire, font passer le message aux forces politiques, aux responsables politiques, d'une préoccupation croissante d'électeurs sur ces sujets-là. Vous disiez, madame, on peut pas beaucoup agir. Enfin, moi, je suis venue du Quesnoy, je suis venue en vélo. C'est vrai qu'ici, j'ai pas trouvé aucun endroit pour accrocher mon vélo. Ne serait-ce qu'un petit endroit pour accrocher les vélos, c'est pas compliqué, hein, mais il faut y penser. Et aussi, même, Orsaval-le-Quesnoy, c'est vraiment pas loin, hein, donc les chemins piétonniers, c'est des choses auxquelles il faut penser. Autre aspect, moi, je suis comme tout le monde, hein, on a tous nos banques. Il y a des banques qui investissent plus que d'autres dans les énergies fossiles. Moi, je préfère choisir une banque qui investit plutôt dans les énergies renouvelables. C'est des gestes qu'on peut chacun faire. J'ai proposé, moi je suis aussi élue au Quesnoy, donc j'ai proposé qu'on prenne une délibération justement concernant les banques auxquelles on a affaire dans une collectivité. Enfin, je ne suis pas dans la majorité, hein, donc ça a été refusé, mais voilà, chacun peut agir. Alors ce que je vous propose, c'est de poursuivre sur ce sujet de qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel, justement par ces retours d'expérience que je vous annonçais en introduction. Déjà, le premier point sur lequel on peut agir, c'est évidemment en favorisant les pratiques de culture éco-bio-responsable. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Follet, qui va nous en parler.